Alors maintenant, on va appeler Claude Abou. Claude Abou a été chef de service à l'hôpital Henri Mondor et ça a été mon chef de clinique. Tout ce que je sais en urologie, je lui dois. J'ai beaucoup oublié depuis, mais avec là, j'espère faire quelques travaux pratiques en urologie, en particulier de la prostate. Mais voilà, je te laisse la parole pour justement l'histoire de la prostatectomie. Je vous rappelle que ça a été, je crois, un des premiers, sinon le premier, à faire une prostatectomie sous robot, où j'ai vu ton nom apparaître sur ce sujet comme promoteur de la technique. Merci Philippe, c'était un grand moment de travailler ensemble. Philippe était un interne d'une gentillesse et d'une compétence absolument remarquable et c'était vraiment une période absolument inoubliable. Bon. Alors je vais vous parler de la prostatectomie, mais auparavant je voudrais simplement rappeler que l'anatomie a largement contribué aux progrès chirurgicaux et qu'aujourd'hui les nouvelles technologies vont amplifier le phénomène en améliorant encore mieux la connaissance anatomique grâce aux visions 3D, au fait qu'on s'approche et qu'on amplifie beaucoup l'image. Tout ça a entraîné des progrès chirurgicaux. Ces progrès chirurgicaux font que l'industrie s'y intéresse encore plus et apparaît un cercle vertueux qui fait que tout ça tourne en boucle et de plus en plus on voit de nouvelles machines qui permettent encore plus de mieux voir et de mieux travailler. Donc je vais parler principalement de la prostatectomie radicale qui a été un bel exemple de développement de l'histoire de l'urologie mais aussi de la chirurgie. Et mon titre c'est « La prostatectomie radicale a-t-elle révolutionné la chirurgie de l'an 2000 ?» Je vais essayer de répondre à cette question un petit peu difficile. Bon, au plan de la prostatectomie, vous voyez qu'il y a plusieurs périodes. Une première période qui est dite non anatomique où en fait le patient était obstrué. Il fallait le désobstruer à tout prix parce qu'autrement il était en globe, il ne pouvait pas uriner, il n'aurait l'insuffisance rénale. Donc il fallait travailler avec son doigt et avec une sonde par tous les moyens, ou par voie rétropubienne, ou par voie transvésicale, ou par voie périnéale, mais il fallait retirer cette prostate qui gênait par tous les moyens, sans quasiment aucun instrument que le doigt. Et la sonde était naturellement indispensable, hémorragie qui était extrêmement fréquente à l'époque, et les fistules étaient également fréquentes à l'époque. On arrive alors les trois grands ténors, c'était Billroth, Young et Millin, qui ont beaucoup fait avancer les choses. En 1984, les choses ont complètement changé parce que le PSA a permis de dépister ou de faire des diagnostics précoces du cancer de la prostate et on pouvait maintenant travailler d'une façon beaucoup plus élective. Et Pat Walsh, à Baltimore, John Hopkins, a travaillé sur l'anatomie de la prostate. Il a décrit absolument tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est-à-dire les nerfs érecteurs, les sphincters et les moyens de travailler, d'éviter les hémorragies. Donc, c'était la période, disons, pilote, qui était le pilier de l'évolution qui va suivre. En 1997 apparaît la révolution laparoscopique et Schuster décrit la technique laparoscopique. Il a dit, je me souviens très bien, une séance à l'Association américaine d'urologie, j'ai fait cette intervention, mais je peux vous dire, je ne recommencerai plus. C'était tellement difficile, compliqué, que ce n'était pas possible pour lui de continuer dans cette voie. Raboy a décrit la voie extra-péritonéale, qui est une voie extrêmement intéressante à mon avis. Et ensuite apparaît la voie robotique en 2000, qui a permis maintenant l'évolution vers la robotique qui s'est largement développée depuis cette époque, après des périodes assez difficiles au plan de la réaction des opposants à cette évolution. Alors, les objectifs de Walsh en 1983, c'était principalement d'éviter les hémorragies péropératoires qui étaient extrêmement fréquentes du fait du non-contrôle du plexus Santorini, l'incontinence qui était de la méconnaissance des systèmes de continence et l'impuissance post-opératoire des voies nerveuses. Il a décrit donc le plexus Santorini, il a décrit les différents sphincters et il a décrit les bandelettes neurovasculaires d'une façon tellement précise que ces premiers patients ont été un succès avec
84% de patients sexuellement actifs avant la chirurgie le resteront ensuite, ce qui est absolument phénoménal par rapport à ce qu'on avait connu auparavant. Donc c'est une véritable révolution culturelle, si on peut dire, de la prostatectomie qui est apparue, en tout cas de la chirurgie pelvienne aussi. Tous les patients étaient R0, sauf 7 PT3, ce qui est encore remarquable. La voie rétropubienne, donc, qui a montré comme étant la voie principale à l'époque, devient une technique de référence. Et en 1995, un regain d'intérêt tiré par la voie périnéale qui était plus simple, mais qui n'a pas perturbé parce que, en fait, ça n'a pas apporté beaucoup au plan des résultats. En 1980 est née l'ère laparoscopique. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. La première, grande première, c'est la cholécystectomie qui a été décrite par Mouret en 1987, qui a déclenché vraiment la celluloscopie. Je me souviens très bien de sa présentation au congrès à Tokyo. Il a tellement été applaudi qu'il a été obligé de remontrer son film une deuxième fois, ce qui est absolument unique dans l'histoire des congrès. En 1990, le développement des curages ganglionnaires par les gynécologues, en particulier d'Argent et Kerleux, qui ont montré comment on pouvait faire un curage par voie laparoscopique, qui était déjà étonnant à l'époque. En 1991, Ferry, en France, dont on a oublié le nom, mais il a été le premier en France à développer les premières néphrectomies, et Clayman aux États-Unis, qui est archi connu, donc Ferry, on a oublié son nom. En 1987, j'ai parlé de Schussler tout à l'heure, qui n'a pas continué dans cette voie. Ça, c'est les 4 premières publications. Donc, Schussler en 1997 pour la prostatectomie laparoscopique, Guionneau-Valencien, la voie laparoscopique radicale à Montsouris, notre équipe à la même époque, en l'an 2000, donc vous voyez 2 publications en 2000. Ces deux publications vont pouvoir entraîner une amplification considérable de la voie laparoscopique pour la prostatectomie, mais aussi pour les autres techniques. Et Cavuzzi, en 2001, un an après, donc, il fait sa publication en disant que c'était une exubérance irrationnelle, c'est-à-dire qu'il n'y croyait pas du tout, bien que lui était laparoscopiste pour en particulier la néphrectomie. Grâce au développement de ces techniques laparoscopiques au départ, j'ai eu la chance d'être invité par Pat Walsh donc à Baltimore, comme visiting professeur, ce qui était un grand honneur à Johns Hopkins. Oui, à Cleveland Clinic, j'ai eu la chance d'être un guest faculty avec Pat Walsh, et c'était encore là un grand honneur, à Columbia également. Et tout ça a montré que ce qu'on a fait en France a pu être reconnu à l'étranger et a pu entraîner un développement des techniques. Mais la chirurgie laparoscopique, comme vous allez voir, n'a pas vraiment convaincu. Aux États-Unis, donc on est resté très réticents. En France, en Europe, les Français ont montré, ont développé, ont continué avec peu d'équipes, quasiment 3 équipes, et une résistance considérable au niveau de tous les services parisiens et de toute la France concernant cette technique. On a été jusqu'au boycott par les internes du service pendant 2 ans, parce qu'on disait que ce n'est pas dans ce service-là qu'il faut aller apprendre de la chirurgie. Il y a plus d'internes pendant 2 ans avec le représentant du d'internat qui est venu en disant vous n'allez pas continuer comme ça parce qu'on ne vous enverra plus d'internes. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Ensuite, les choses ont changé. Vous voyez que l'évolution au niveau des publications, des abstracts au congrès, platitude complète entre 90 et 98 sur la chirurgie laparoscopique en général et la prostatectomie en particulier, et d'un seul coup une montée en flèche grâce à l'expérience qu'on a développée et qu'on a montrée. Et ça, c'est au niveau principalement des congrès internationaux. Donc il y a eu un impact international absolument important. Donc le travail qu'on a fait en France a eu un impact international important. Le French bashing n'a pas eu lieu à l'étranger, alors que en France, ça a été un petit peu compliqué. En 2000 apparaît le robot. Le robot, ça a été un rêve permanent de l'humanité. Aristote disait que si un outil pouvait travailler seul, ça serait fantastique parce qu'il n'y aurait plus d'esclaves. C'est quand même une phrase intéressante. Héron d'Alexandrie a continué. Da Vinci a fait un tas de maquettes robotiques qui sont absolument remarquables. En fait, le robot, c'est une réalité naturelle.
Comme vous le savez, un animal, quand il naît avec une mission très précise, il est complètement programmé. Un oiseau est programmé pour voler et pour aller chercher le poisson dans l'eau ou chercher à manger. Les abeilles sont programmées pour aller chercher du sucre et pour aller créer du miel dans des ruches. Tout ça, c'est programmé pour chaque animal. Ils n'ont pas d'école, ils n'en ont pas besoin, c'est programmé, ils le font. Nous, malheureusement, on est obligés d'aller à l'école et d'apprendre difficilement ce qu'on doit apprendre. Les humoristes ne nous ont pas oubliés. Vous voyez que les salles d'opération en 2000 ont été décrites par des humoristes français, donc encore la France, en 1921. Vous voyez l'image ici qui représente tout à fait le robot Da Vinci. Je ne vois pas de différence entre ce que vous voyez ici et le robot qu'on utilise ici, qui est absolument équivalent. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous est capable de dire comment sera la salle d'opération dans 100 ans, mais en tout cas, les humoristes l'ont fait, ce qui est intéressant quand même. Ici, les deux promoteurs de la robotique, c'est les deux premiers articles publiés dans la robotique, la prostatectomie. Notre article, c'est le numéro 1, il a été publié en 2000, en septembre 2000. Binder, un Suisse, a publié en 2001, on est assez copains, et ça nous a permis de trouver ensemble. L'évolution, ça c'est l'évolution de la chirurgie prostatectomie mini-invasive. Vous voyez que globalement, la chirurgie ouverte décline, alors que la chirurgie mini-invasive augmente. Et à droite, vous avez la prostatectomie en allant sur PubMed en prostatectomie. Vous voyez un aspect exponentiel de la courbe à partir de l'an 2000, et en même temps apparaît, en voyant uniquement prostatectomie robotique, également une courbe qui lui ressemble tout à fait. Donc le robot est rentré en pratique courante et se développe d'une façon exponentielle dans le monde entier, en tout cas dans les zones du monde où on peut s'acheter un robot qui est relativement cher. Ici, à gauche, vous avez l'image d'un hôpital, une grosse structure dans laquelle on fait de la chirurgie robotique, où vous voyez que le robot, tout azimut, il n'y a pas que l'urologie là-dedans, vous voyez que la chirurgie robotique augmente progressivement, la chirurgie ouverte diminue petit à petit, et la chirurgie laparoscopique, après un plateau, baisse petit à petit. À droite, la colectomie, vous voyez que depuis 2010, vous avez une évolution exponentielle de la chirurgie robotique, et donc le déclenchement est réel, il est multidisciplinaire. Je ne pense pas qu'il y ait une discipline aujourd'hui qui ait oublié cette technologie. La reconnaissance internationale a été amplifiée par le journal du centenaire du Journal of Urology, qui est le journal américain, qui a cité deux articles qui ont fait évoluer d'une façon significative la chirurgie urologique pendant les 100 dernières années du journal. Donc notre article a été reproduit, ainsi qu'un article sur la lithiase qui a été reproduit d'un groupe allemand. Donc ça, c'est peut-être aussi intéressant pour l'impact de la chirurgie française dans le monde. Tout ça a un retentissement évident partout à l'étranger. Je crois que j'ai eu la chance de visiter la plus grande ville du monde et opérer un petit peu partout dans le monde grâce à cet impact. Mais malheureusement, en France, il y a une réticence persistante. Les salles d'opération n'ont pas été équipées pendant plus de 15 ans. Le choix des internes a été gêné par cette idée qu'il ne fallait pas faire ça. La PHP a mis 15 ans pour commencer à décider à acheter des robots, qui est assez impressionnant. L'Académie de chirurgie a fait un rapport sur la robotique, mais elle a oublié complètement les premiers articles qui ont été publiés en urologie, donc on n'a pas existé à l'ANC. Et 15 ans après le début de notre expérience, un rush complet, tout le monde veut des robots, partout en France, également partout dans le monde. La courbe d'apprentissage est encore difficile, puisqu'il faut à peu près 50 opérations pour commencer à bien travailler et dans de bonnes conditions, avoir des durées opératoires qui soient raisonnables. Malheureusement, le nombre d'interventions par chirurgien urologue aux États-Unis est de 10. En France, il est même un petit peu inférieur. Donc, la concentration, peut-être, pourrait agir pour améliorer l'impact. Alors, quel est l'impact? Pourquoi le robot et pourquoi ces progrès liés à la technologie? Il faut essayer de l'expliquer quand même. J'ai déjà dit au début, avant de commencer, que l'aspect anatomique était considérable et que la technologie devait améliorer l'aspect des visions anatomiques. La première, c'est les fascias. Donc d'abord la prostate,
comme vous savez, a un volume variable, peut-être petite, grosse, avoir un lobe médian qui pousse dans la vessie, ou alors autour de l'urètre, vous pouvez avoir également des appendices. Mais surtout, les fascias ont un rôle considérable dans l'anatomie de la prostate et en tout cas dans la qualité chirurgicale. Chaque organe, vous savez, est enveloppé par un fascia, la prostate en fait partie. On a le fascia prostatique qui l'enveloppe, le denonvillier qui est en arrière et des fascias endopelviens qui sont latéraux. Les fascias vont déterminer des loges dans lesquelles, ou des tunnels dans lesquels vont cheminer un certain nombre d'éléments, parmi lesquels les bandelettes neurovasculaires. Comme vous voyez ici, c'est un travail remarquable qui a fait par Costello, qui est un Australien, qui est un chirurgien anatomiste urologique. Vous voyez que le fascia de denonvillier, on peut le disséquer. La fascia n'est pas une lobie, c'est vraiment quelque chose d'important. Et vous voyez qu'on arrive à passer dans les plans, c'est cette fascia prostatique qui permet d'être au contact de la capsule prostatique. Et derrière ce fascia se trouvent des nerfs qui sont préservés. Alors, les bandelettes neurovasculaires, là encore, c'est encore le travail de Walsh qui est encore plus développé grâce à une meilleure vision 3D par le robot et une amplification de l'image. Ici, c'est visible au niveau sur une IRM, vous voyez la prostate ici, avec ici le triangle d'or qui est le triangle du passage des nerfs érecteurs ici, latéralement, et la chirurgie doit passer sur ce trait noir de façon très précise pour que ces nerfs soient préservés. Donc, quand ces nerfs sont préservés, il y a deux possibilités. Il y a ou être au contact de la capsule prostatique en intrafacial, ou être entre le fascia prostatique et le fascia endopelvien, c'est en interfacial, ou à l'extérieur en extrafacial. Ici, vous avez le schéma qui représente le résultat de tout ça. Ici, l'aspect préopératoire. Ici, on a retiré la prostate, on a laissé le fascia. Donc, les bandelettes sont entourées par les trois fascias, endopelvien, prostatique et le fascia de denonvillier. Ces trois fascias sont comme des peaux, elles préservent de la sclérose, d'hématomes, des nerfs, et ces nerfs sont bien conservés dans ces conditions. C'est la chirurgie intrafaciale. Malheureusement, lorsqu'il existe une extension extracapsulaire, ces nerfs peuvent être touchés et on est obligé de les retirer. Donc il y a une deuxième technique interfaciale où le nerf est préservé mais il n'est plus recouvert, et la technique extrafaciale où tout est enlevé. Donc ces trois techniques sont importantes parce que ces techniques dépendent des résultats au moins de la sexualité, mais également au niveau de la continence, et elles doivent être prévues à l'avance en fonction du bilan d'extension. Ici, une chirurgie donc, qui est réalisée avec la capsule prostatique ici, et ici la bandelette qui est décollée progressivement. Ici, une coloration à l'indocyanine pendant l'intervention, qu'on peut très bien réaliser autour de la robotique. Et ici, en fin d'intervention, vous avez les deux bandelettes qui sont préservées et recouvertes dans de bonnes conditions. Le col vésical qui est extrêmement complexe. Vous avez ici l'image extrêmement complexe du col vésical. La complexité, vous la connaissez. Au moment de l'éjaculation, le col se ferme. Au moment de la miction, le col s'ouvre. Et l'urètre s'ouvre au cours de ces deux actes. Donc, il faut préserver le col vésical pour plusieurs raisons, parce que toute la mécanique qui se trouve en arrière de la vessie, qui est ici par plusieurs couches croisées de musculature rétrovésicale, joue un rôle important dans ce carrefour. Le fait de disséquer le col vésical et de le sectionner au bon endroit va permettre de ne pas aller vers la vessie et de préserver tout ce que je vous ai dit. Le sphincter strié est donc formidable. Vous voyez que le sphincter strié, il enveloppe la prostate comme un entonnoir. Il rentre à l'intérieur de la prostate et il doit être préservé complètement pour maintenir la continence. Et ici, l'apex prostatique, le virus montanum, et ici la musculature, et ici une échographie qui montre un entonnoir au niveau de l'apex prostatique. Enfin ici, la technique, vous voyez qu'il faut passer là, préserver tout le système sphinctérien ici. Pour ça, on va sectionner les ligaments puboprostatiques au ras de la prostate et décoller progressivement tout l'apex. La reconstruction est fondamentale. Il faut reconstituer le denonvillier parce qu'il représente un plancher important pour la stabilité du sphincter. L'anastomose est faite ensuite. Et enfin, finalement, ici, vous avez le rétablissement des puboprostatiques que l'on raccroche à la vessie qui stabilise le col vésical. Les résultats de tout ça, vous allez voir que les marges positives sont inférieures au niveau de la robotique, que les durées opératoires sont identiques, les transfusions sont moindres en bleu,
et que les durées de séjour sont inférieures, et enfin, les durées de sondage également. Ici, entre robotique et laparoscopie, vous voyez que le sphincter artificiel en chirurgie robotique n'existe pas en comparaison entre 1300 et 1300 patients dans notre service. Que choisir? Parce que que choisir les avantages, naturellement, le confort du chirurgien est considérable, on peut travailler dans des conditions très détendues, la qualité de vie post-opératoire des patients est fondamentale. Aujourd'hui, une chirurgie robotique peut se faire en ambulatoire, le patient est opéré le matin, peut sortir le soir, s'il est opéré l'après-midi, il peut sortir le lendemain matin, et c'est extrêmement fréquent. Les résultats carcinologiques dépendent naturellement de l'extension de la maladie, mais aussi de la qualité de l'opération. Et en fait le rôle du chirurgien reste fondamental. Alors, en conclusion, la prostatectomie a déclenché une révolution pour cancer, a déclenché la révolution chirurgicale du XXIe siècle dans le monde, sous l'influence de la France, grâce à des connaissances anatomiques très précises, à l'étape laparoscopique des années 80, au développement du robot chirurgical, instrument télécommandé qui devient, après la prostatectomie, un nouveau paradigme dans toutes les spécialités. Est-ce qu'on va, alors la dernière question qui est un peu philosophique, est-ce qu'on va vers une robotique réelle? Alors quand on imagine qu'on est on est capable d'envoyer un engin à 350 millions de kilomètres de la Terre pour travailler, pour envoyer éventuellement un hélicoptère, pour créer une usine à oxygène, pour favoriser peut-être l'apparition d'hommes, on peut imaginer que la chirurgie va progressivement vers une robotique intégrale. Mais on ne peut pas imaginer aujourd'hui que le chirurgien abandonne son patient. Les variations anatomiques et les surprises qu'on peut retrouver sont telles que même si on avance progressivement avec des techniques et des technologies qui incitent à aller dans cette direction-là, on n'y arrivera peut-être pas complètement de programmer un robot pour opérer un patient. Je vous remercie. Je crois que la parole est aux urologues. Hein. Oui. Ah oui. Non, les urologues, je suis très fier d'en faire partie. Simplement, c'était une excellente présentation. Des efforts, c'est quand même très intéressant de dire, ce sont des efforts qui datent de plus de 20 ans et qui mettent un temps fou à s'installer, notamment dans ce pays. C'est quand même, il faut que ça soit un vrai problème. Et Philippe, je pense que le rôle de l'Académie de chirurgie, c'est de faire bouger un peu les choses. On parle pas des greffes aujourd'hui, mais les greffes demain, et des trucs, elles sont où? En Chine et aux États-Unis, d'accord? En France. Donc il y a vraiment une évolution à mettre en place, à mettre en route dans ce domaine. Et puis la deuxième question, qui est beaucoup plus inquiétante, enfin pas inquiétante, mais surprenante, c'est est-ce que la chirurgie persistera dans 50 ans? Ah ben oui, on opérera les gens, mais est-ce que ça ressemblera à ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Et qui fera la chirurgie? Des techniciens, enfin des robots, des techniciens. Et il faut quand même savoir qu'il y a d'autres domaines où la robotique joue un rôle clé et où l'évolution des professions change. Je vous parlais d'urologie. Il y a 50 ans, aux États-Unis, c'est les infirmières qui faisaient les cystoscopies. Elles s'appelaient urologues quand il y avait quelque chose de compliqué. Donc il y a de nouveaux techniciens robotiques qui vont apparaître, qui sont peut-être hyper spécialisés. C'est un véritable problème. Il faut qu'on y réfléchisse. C'est le rôle de l'Académie de chirurgie. Je suis. François Richard. François Richard. Oui, François. Oui. Non, je voulais féliciter Claude pour son topo et il a bien montré que lui notamment et Guy Valencien sur ce sujet-là ont été des initiateurs au niveau international et ça montre un peu la créativité qu'il y a au niveau de la chirurgie française. Je voudrais simplement rappeler un petit point, c'est que pour les problèmes d'hémostase dans la prostatectomie, il y en avait un qui avait déjà fait avancer beaucoup les choses, c'était Maurice Camet, parce qu'à Foch et dans les équipes des élèves de Foch, les prostatectomies qui étaient liées à la cystoprostatectomie ne posaient plus de problèmes hémorragiques depuis déjà les années 85, voire même 80, et donc de façon à peu près concomitante avec Pat Walsh. Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'était la réticence qu'il y a eu pour l'utilisation du robot. Et Claude a insisté dessus.
Alors, elle n'a pas duré 15 ans comme il le dit, parce qu'au bout de 10 ans, il y avait déjà plusieurs services qui le faisaient, à la suite de ce qu'il avait montré lui-même. Mais cette réticence a été due à plusieurs choses. D'une part, c'est que en France, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas très innovateurs et qui ne veulent pas bouger, ça c'est évident. Et d'ailleurs, on le voit même parfois quand on prend les thèses ou les publications des services français où systématiquement on cite les étrangers et on ne cite pas les Français qui ont fait avancer. Et l'exemple qu'il a cité de Nicolas Ferry, qui est à Dijon, qui est le premier au monde qui a fait une néphrectomie élargie par laparoscopie, n'a été cité pratiquement par aucun urologues français quand ils se sont mis à publier sur les néphrectomies par laparoscopie. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a eu aussi le fait, c'est qu'au départ, pendant très longtemps, en France, il n'y a eu que 3 robots. Les 3 robots, ils étaient à Créteil et à La Pitié, qui étaient en fait les 2 seuls services qui faisaient fonctionner leurs robots, et le 3e était à l'HEGP. Les 3 fois, ça avait été des robots qui avaient été achetés grâce aux chirurgiens cardiovasculaires qui s'étaient rapidement aperçus que ça n'avait pas d'intérêt dans leur spécialité, et les robots étaient laissés en déliquescence. Bon, à Créteil, Claude et moi à La Pitié, on a dit on ne peut pas laisser un appareil comme ça sans rien faire. Et à la HEGP, c'est resté quasiment en déliquescence jusqu'à ce que Arnaud Méjean arrive comme chef de service à la HEGP. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un premier problème qui était un problème de nombre d'appareils, alors que ça explosait aux États-Unis, voire même parfois en privé en France, mais dans les hôpitaux publics, il y en avait très peu. Et puis le deuxième point, et Max Dubernard, et là il le connaît très bien, ça a été aussi, malgré le travail qu'il a fait lui dans ces instances, la frilosité et les problèmes institutionnels. Je rappelle qu'à chaque fois, on a dit le robot ne sert à rien, qu'il n'y a aucune étude randomisée qui montre son avantage, et ça a été dit systématiquement par l'ensemble des tutelles en France. Et là, en l'occurrence, même si les chirurgiens et certains urologues ont eu un rôle un peu néfaste, les tutelles ont eu un rôle beaucoup plus néfaste. Et d'ailleurs, elle avait eu exactement la même chose pour l'invention qui avait été faite à Lyon dans le service de Max sur les ultrasons à haute intensité, où on a eu le même problème. Ça a mis très longtemps pour des problèmes administratifs avant d'être accepté. Et donc, je pense que là, c'est un point majeur. Et d'ailleurs, c'est tellement un point majeur que l'Académie de chirurgie, déjà depuis avec Philippe Mar et Hubert, on est en train de travailler là-dessus. On a déjà rencontré la HAS, la DGOS. Au niveau de la CNAM, on l'a à peu près convaincu pour essayer de corriger ces problèmes-là. Donc, je pense qu'à l'occasion du travail historique de Claude, c'était important de dire ces éléments-là, parce que si on veut améliorer un certain nombre de choses, il faut bien mettre le doigt sur les zones qui ont été les zones de faiblesse ou de retard pour les corriger. Encore bravo, Claude. Merci. François, Merci, si tu... François. Je peux répondre ? Oui, je t'en prie. Je remercie pour tes commentaires qui sont, j'adhère naturellement complètement. Néanmoins, j'ai personnellement participé à pas mal de discussions jusqu'à mon départ à la retraite, c'est-à-dire dans les années 2013, au niveau de l'assistance publique, où on a absolument refusé, on avait refusé l'idée de mettre des robots à l'assistance publique à l'époque. J'avais amené un magot de 300 000 € en leur disant, voilà, j'ai une entame, si vous voulez, qui peut être intéressante pour vous, qui a été refusée. Donc, cette réticence a duré 15 ans. Hein. Non, mais à l'assistance publique, mais ça, tu sais pourquoi ? Le CEDIT a joué un grand rôle là-dedans pour des raisons de méthodologie et d'ayatollah de la méthodologie. Et puis, il y avait d'autre part des raisons financières, mais on a vu qu'elles se sont levées. Mais au départ, ça a été essentiellement ces raisons-là, hein, beaucoup plus que des raisons purement médicales. Je voudrais revenir sur trois éléments, s'il te plaît. Merci, François. Le premier, c'est le rôle de la place de la revisitation de l'anatomie. C'est fondamental. Et actuellement, avec l'Académie de médecine, on travaille sur l'anatomie à l'heure du numérique dans l'hypothèse d'une réorganisation des écoles de chirurgie. La deuxième chose, c'est l'hyperspécialisation. Tu as parlé de l'hypertechnologie qui allait peut-être faire disparaître le rôle déterminant de l'homme. L'histoire de l'avion américain qui a améri dans l'Hudson parce que le pilote n'a pas obéi
aux ordres technologiques. Il a pris sa décision tout seul. Ça reste toujours la place du chirurgien dans une intervention délicate et difficile comme celle que tu nous décris. Tu ne crois pas? Ah, complètement, c'est ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit qu'on va vers la robotique intégrale, mais on n'y arrivera pas. C'est-à-dire que le cheminement existe, il se fait inéluctablement, qu'on soit pour ou contre. De toute façon, on ne pourra rien faire contre parce que l'industrie va dans cette direction-là et les outils, on va les utiliser. Ça ne se casse pas la tête. Mais est-ce qu'on va vers une robotique sans homme? Je n'y crois pas du tout. Mais le cheminement se fait, bien qu'on n'aboutira pas totalement à la... À un moment, il y aura un arrêt. Parce que Voilà. la décision appartient à l'homme. Voilà, La absolument. décision finale. Ouais. Oui, moi, je voulais faire une remarque sur les difficultés qu'on a à reconnaître qu'on est les meilleurs. Alors, on n'est pas les meilleurs en tout. On n'est pas les meilleurs en tout. Mais bon, alors c'est vrai qu'il y a eu. Je ne parle pas des grandes premières qui ont été faites à l'époque de la laparotomie par la chirurgie française. Bon, effectivement, bon, il y a eu François Dubois et Mouret, d'accord. Et après, il y a eu tout un tas d'innovations pour lesquelles finalement on a dit bah ouais, mais c'est pas si mal. Mais non, on a été les premiers. J'ai fait un rapport sur la chirurgie ambulatoire. Je me suis aperçu que les premières colectomies ambulatoires dans le monde ont été faites à Caen et à Lyon, au Havre et à Lyon, que les premiers prolapsus du rectum en ambulatoire ont été faits à Grenoble. Les premiers papiers, les premières expériences, voilà. Et donc, et tout est comme ça. Et donc, effectivement, on a manifestement un petit peu de mal à expliquer qu'on était les meilleurs. Moi, j'étais le rapporteur de ce rapport sur la chirurgie ambulatoire. Je l'ai dit en session plénière. Il y avait 100 personnes, etc. Je dis, on a fait des grandes premières mondiales. Ça n'a intéressé personne. Ça n'intéressait personne. Voilà. Et je dis ça devant M. Dubernard, les innovations qu'il a apportées. Mais c'est un constat, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Le pire, c'est qu'en France, on ne soutient pas les gens qui sont... Je rappelle qu'il y a eu le qui sont débat ici à les pionniers l'Académie il y a dans certains quelques temps pour la première chirurgienne entre la française et l'américaine. Je m'excuse, j'ai plus les deux noms en tête, mais là aussi c'est la même chose. Moi, je voudrais profiter des urologues aussi compétents qu'il y a ici, c'est-à-dire toi, derrière, François, et de la prostate. Je suis surpris que les chirurgiens de la prostate n'aient pas encore réussi à faire la cure de l'adénome prostatique en conservant l'éjaculation. Alors, je comprends pourquoi anatomiquement, mais étant donné les progrès que vous faites, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas réussi à progresser dans ce domaine-là et que c'est un combat. Tu sais, il y a cette... je ne sais plus qui nous a fait une présentation ici, qui est à Tenon, qui a beaucoup discuté sur ce sujet. J'aimerais bien profiter de votre présence à vous tous pour avoir votre opinion sur ce problème de la fermeture du col dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai expliqué ça, c'est-à-dire Oui, que bien sûr, mais... il y a un mécanisme cervical au niveau du col vésical et au niveau de l'urètre qui sont déterminants. Le col vésical, malheureusement, il est complètement érodé par l'adénome prostatique anti-pouce. En fait, le côté vésical est complètement, devient très très fin au contact de l'adénome. Et quand on retire l'adénome et qu'on laisse cette membrane qui n'est plus vraiment le sphincter actif, c'est fini, ça ne fonctionne plus du tout. Et les médicaments également, c'est-à-dire qu'en fait, les médicaments qu'on utilise, souvent, ils empêchent l'éjaculation. Oui, c'est propre. Excuse-moi. Non, mais si tu veux, c'est amusant parce que quand on discute avec le commun des mortels et si on fait une séance ici par la Fondation sur la prostate, c'est une question que se posent les gens. On fait le commun moyen. C'est une chirurgie tellement fréquente, si tu veux, un traitement tellement fréquent. On est un peu surpris, étant donné les progrès considérables faits dans le cancer de la prostate, que cette maladie aussi bénigne que l'adénome emmerde autant de gens dans la population dont tu parles. Alors, François, il a une question. Oui, non. Max, d'abord, vas-y Max, tu es présent. Non. Il y a l'éjaculation et la jouissance. Oui, c'est deux choses différentes. En fait, les patients ne se plaignent pas trop, hein, en réalité. C'est rare. Comment? Jean-Claude Coffignal, tu avais une remarque. Oui, là, je suis au milieu de la discussion des urologues. C'était juste quelque chose pour dire à Clément Abou que véritablement il est une figure, je veux dire pour nous, il est une figure incontournable du développement, de l'origine de la chirurgie robotique
et que c'est vraiment un pionnier qui a énormément d'importance et que je pense qu'il n'a peut-être pas été célébré autant qu'il aurait dû l'être en France pour la 20e année, mais que, je veux dire, il est vraiment là et que c'est quelqu'un de vraiment incontournable dans cette réflexion sur la diffusion de la robotique. C'est tout. Merci. Je précise que Jean-Claude Couffignane est notre référent à l'Académie en matière de chirurgie robotisée et qu'il a fait un rapport très complet sur la situation de la chirurgie robotique en Ile-de-France il y a 2 ans. Et Claude Abou était cité dans mon rapport. Oui, juste, pour compléter sur la question de Richard, alors d'abord, en effet, comme ça a été dit, il faut distinguer la jouissance et l'éjaculation. Pour l'éjaculation, il faut comprendre très facilement, imaginez que la zone de l'urètre prostatique après l'ablation de l'adénome, c'est comme une écluse dont il n'y aurait plus qu'une seule porte. L'autre porte a disparu. Donc le seul moyen pour rétablir l'éjaculation, c'est d'avoir 2 portes dont la distale s'ouvre. Et donc pour ça, le seul élément sur lequel on pourrait imaginer que ça fonctionne, c'est d'avoir un système, et on travaille là-dessus avec Pierre Moser, un système d'occlusion qui puisse être télécommandé par voie externe au niveau du col vésical au moment de l'éjaculation, alors que le sphincter externe est ouvert. Et c'est la seule possibilité qu'on pourrait avoir à faire. Et donc, c'est arrivé de façon exceptionnelle que certains malades qui avaient perdu leur éjaculation chez des neurologiques, parce que c'est un peu compliqué, mais certains neurologiques peuvent avoir quand même une éjaculation. Et comme ils étaient incontinents, on leur a mis un sphincter artificiel. Et chez les incontinents neurologiques, on met les sphincters artificiels non pas au niveau de l'urètre bulbaire, mais au niveau du trigone et du col vésical. Et on avait remarqué qu'il y avait un patient qui, quand son sphincter était fermé, avait réussi à avoir quelques éjaculations baveuses. Donc, on peut penser que si on arrive à trouver une technologie qui permette de fermer à la demande le col, on puisse récupérer ainsi les éjaculations. Mais malheureusement, les médicaments ne peuvent pas le faire parce que la zone post-opératoire, elle n'a plus de récepteurs neurologiques qui permettent l'action des médicaments. Mais est-ce que les patients se plaignent du fait qu'il manque d'éjaculation? Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a certains, mais et tu sais pourquoi, Claude? C'est parce qu'ils sont tellement contents d'avoir été guéris de leur cancer qu'ils ont changé leur niveau de demande. Mais ceux qui guérissent et qui restent guéris longtemps, c'est une demande qui revient au bout d'un certain nombre d'années quand même. Mais je suis d'accord avec toi, mais attends, juste un mot. Mais pour l'adénome prostatique, moi, je n'ai pas beaucoup de patients après une résection endoscopique qui se plaignent vraiment du fait qu'il n'y ait plus d'éjaculation. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une érection et avoir un orgasme. Oui, c'est un peu vrai. Oui. Bon, je pense qu'on peut passer. Merci beaucoup, Claude.